Ok, c'est bon normalement. Ok, bon, bonsoir à toutes et tous. Merci de vous être connectés pour cette nouvelle session de l'Académie Notre Affaire à tous. Aujourd'hui, on est très content de recevoir Dorian. Dorian qui est maître de conférence en droit public à l'Université de Grenoble et ses publications portent principalement sur le droit des pesticides et le droit des espèces protégées. Et il est par ailleurs le porte-parole de l'association Biodiversité sous nos pieds avec qui Notre Affaire à tous a beaucoup travaillé, notamment dans le cadre de l'affaire Justice pour le vivant dont je pense on reparlera ce soir. Donc on va être ensemble pour à peu près 1 heure comme d'habitude. Dorian va donc nous présenter différents éléments sur l'encadrement juridique des pesticides et notamment au regard des actualités des derniers mois qui ont, on va dire, fait suite aux mobilisations des agriculteurs et plutôt aux réactions du gouvernement à ces mobilisations. Donc voilà, et ensuite on aura tout un temps d'échange pour lui poser des questions. C'est vraiment l'occasion, ces sessions de l'Académie NAT, de poser des questions à des personnes qui travaillent sur des sujets précis qui nous intéressent chez Notre Affaire à tous. Donc n'hésitez pas à vous les noter au fur et à mesure, à les partager dans la conversation et puis évidemment quand on ouvrira le temps d'échange, à les poser également en ouvrant vos micros. Voilà, Dorian, je pense que j'ai tout dit, donc je te laisse la parole et puis on échangera ensuite. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à Nat pour l'invitation. Bonjour Jérémy, parce que je te vois, tu es dans ma lucarne. Bonjour tout le monde. Voilà, je pense que le temps d'échange est sans doute plus important que mon temps de parole à moi, parce que ce que je vais dire, il y a la plupart des gens, je pense, le connaissent maintenant. Surtout sur le pôle interassociatif où il y a eu Polynis, Nat, Lanpertos, l'ASPAS et Biodiversité sous nos pieds. Je vais faire une description, on va dire, relativement analytique du cadre juridique. Je vais faire 2-3 commentaires relativement personnels sur la façon dont le gouvernement aujourd'hui appréhende les choses compte tenu de ce que tu as appelé la crise agricole et de ce que moi je vais appeler certaines revendications catégorielles, on va dire ça comme ça. Et c'est parti. Voilà. Alors, dans le droit des phytos, la première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est pas simple, c'est relativement compliqué. La première raison qui explique tout ça, c'est que un produit phytopharmaceutique, alors moi je vais rarement employer le mot pesticide, qui est un mot qui est générique et qui en réalité ne correspond pas à la réalité juridique. Donc, on parle des substances actives et des produits phytopharmaceutiques. Les produits phytopharmaceutiques sont composés de substances actives et d'un autre type d'éléments qui sont des adjuvants et des coformulants. Et c'est là où il y a une première complication, c'est que les substances actives sont autorisées à l'échelle de l'Union européenne par une agence sanitaire qui s'appelle l'EFSA et qui voit ces recommandations validées ou pas validées par la Commission européenne. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, les États membres valide ou ne valide pas l'autorisation de mise sur le marché d'un certain nombre de produits phytopharmaceutiques composés de ces substances actives. De manière très concrète, on va prendre celui qui est le plus connu. La substance active la plus connue au monde, c'est le glyphosate. Ça, elle est autorisée à l'échelle de l'Union. Ça a d'ailleurs donné beaucoup de commentaires jusqu'au 15 décembre de l'année 2023. Donc, il y a eu un renouvellement par la Commission européenne. Et un des produits les plus connus au monde composé de glyphosate, c'est le Roundup Pro 360. Et donc, en gros, l'Union européenne autorise les substances actives et puis les États membres ensuite autorisent ou pas les produits phytopharmaceutiques au sein de chaque État sur la base de 3 zones A, B et C en fonction de la répartition géographique de l'Union avec des États membres rapporteurs pour tel ou tel type de produit. Ça a son importance parce que ça a changé cet état du droit il y a 15 jours. Donc, il faudra que j'en parle à la fin. Il y a eu une grande décision de la Cour de justice du 25 ou du 26 avril, je ne me souviens plus, qui porte là-dessus. Donc, première complication, vous allez avoir du coup des substances actives autorisées par l'Union européenne qui ne se retrouveront pas dans tous les pays ensuite. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France étant la première nation agricole de l'Union européenne, elle a sur son sol des produits qui ont à peu près, si on fait le global, un peu moins de 300 ou un peu plus de 300 en fonction des mois, substances actives. Et on est le 4e pays qui autorise le plus de produits composés de ces substances actives. Seuls nous dépassent l'Italie, la Grèce
et l'Espagne. Donc, on est un très, très gros pays consommateur de produits phytopharmaceutiques. En tonnage absolu, on est le numéro 1. Alors, rapporté à la dose hectare, un peu moins, on est le numéro 8 ou 9. Mais on est quand même un très, très gros pays qui consomme des phytos, qui met en avant quand même une donnée politique et statistique, c'est que notre agriculture est très dépendante aux produits phytopharmaceutiques. Ça va avoir un très, très grand intérêt quand je vais parler tout à l'heure des indicateurs pour mesurer cette dépendance aux produits phytopharmaceutiques. Et c'est la polémique qui a été un petit peu médiatisée entre le NODU et le HRI1 sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Le cadre juridique donc de départ, il est celui-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure des années, notamment singulièrement à partir du milieu des années 2010, vers 2015-2016, quand il y a eu des très, très grosses polémiques sur les néonicotinoïdes, qui a abouti à la loi de 2016, c'est que beaucoup de scientifiques et des associations qui ont pris le relais se sont aperçus quand même qu'il y avait des très gros trous dans la raquette dans l'évaluation des produits phytopharmaceutiques et dans l'évaluation des substances actives. Et donc, le cadre juridique a voulu être modifié par ces associations en disant il y a de la part des États membres, et on va rester en France parce que le recours a été fait en France, il y a de la part de l'État français via l'ANSES, qui est l'agence sanitaire, un manque dans l'évaluation des produits phytopharmaceutiques concernant la biodiversité. Alors, moi, je ne vais pas parler du tout ici aujourd'hui de toxicologie, donc de rapport à l'être humain, mais uniquement de rapport des impacts des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité, parce que c'est ce sur quoi porte le recours justice pour le vivant, et surtout parce que si on commence à aller sur la toxicologie et sur toutes les maladies qui potentiellement peuvent être causées par l'utilisation des phytos, 35 minutes, on n'y arrivera jamais, ça c'est sûr, et puis ça nous amènera vraiment très très loin. Donc on va rester sur la biodive, et ce qui s'est passé, pour le faire de façon très très synthétique, c'est que 5 associations, 2 au départ qui coordonnaient d'autres personnes, dont moi, mais je ne faisais pas partie à l'époque de Biodiversité sous nos pieds parce que biodiversité n'existait pas, c'était qu'il fallait, donc Polynice et Nat, il fallait mettre en lumière les carences des protocoles d'évaluation dans l'impact, enfin sur l'impact, pardon, sur la biodiversité. C'était ça l'idée. Et donc, du coup, il y avait un certain nombre de moyens qui ont été développés. Je ne sais pas si les bénévoles de NAT aujourd'hui ont lu attentivement l'action juridique de justice pour le vivant. Si ce n'est pas le cas, je le fais très très rapidement en prenant 3 moyens qui sont les principaux, qui ont, à mon avis, le plus de chances de permettre la reconnaissance de la carence manifeste de l'État. Le premier truc, en gros, très rapide, c'était que les espèces qui étaient choisies pour faire les tests n'étaient pas des espèces dites pertinentes, c'est-à-dire qu'on prenait des espèces qui ne représentaient pas l'ensemble de la faune pour laquelle elles étaient censées être représentantes. Un exemple pour que vous compreniez bien, c'est les abeilles. Pour tester sur l'ensemble des pollinisateurs, on prend un seul type d'abeille qui est Apis mellifera, qui est l'abeille domestique classique, en faisant fi des impacts des phytos sur toutes les abeilles sauvages, sur les bourdons, sur l'ensemble des lépidoptères, sur l'ensemble des cirques. Bref, les autres pollinisateurs, on ne les teste pas. Or, la physiologie de tous les autres pollinisateurs n'a strictement rien en commun avec la physiologie d'Apis mellifera. Donc, premier gros bug, si vous voulez, dans l'évaluation des produits phytopharmaceutiques qui conduisent ensuite aux AMM, donc des autorisations de mise sur le marché, c'est que les espèces choisies ne sont pas forcément les bonnes du tout. Même chose pour les vers de terre, on utilise un ver qui s'appelle Eisenia foetidia, qui est un ver de compost, et pas Caliginosa, qui se retrouve, lui, dans les champs. Or, il se trouve que Eisenia foetidia est un peu moins sensible, notamment au stade juvénile, que Caliginosa, qui lui est plus sensible aux phytos. Donc là, il y a un vrai bug, vraiment une différence entre ce qu'on constate dans la nature et ce qu'on constate dans le protocole de test, qui n'est pas en adéquation, c'est le bon mot, avec la vraie vie, quoi, en gros. Ça, c'est le premier truc. C'est un tout petit peu plus compliqué, mais là, je n'ai pas le temps, donc du coup, je me rapporte aux écritures, si vous voulez avoir une idée plus précise de tout ça. Le deuxième point qui avait été soulevé et qui est très pertinent selon moi, c'est que pour faire les tests d'autorisation de mise sur le marché, on ne se réfère quasiment systématiquement, quasiment jamais à la toxicité chronique. On ne prend que de la toxicité aiguë, c'est-à-dire de 1 à 14 ou 15 jours. Or, il y a beaucoup d'effets qui apparaissent, qui surgissent à partir du 16e, 18e, 30e, 40e jour. C'est ce qu'on appelle en écotoxicologie de la toxicité chronique et ça n'est jamais vraiment pris en compte
dans le cadre protocolaire, ce qui conduit à des effets sublétaux qui ne sont pas pris en compte, et avec des modifications comportementales qui vont altérer les capacités des générations de l'entomofaune, mais aussi des vers de terre, à pouvoir se perpétuer. Donc là, c'est un très, très gros trou dans la raquette, hein, cette absence de toxicité chronique dans les tests. Pareil, on ne teste pas forcément à tous les stades, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du larvaire, on ne fait pas du juvénile, on prend la plupart du temps que des adultes, des individus adultes, hein, chez les animaux. C'est un vrai souci, car vous avez les moments d'exposition qui peuvent avoir des effets différents, et je pense qu'il est quand même grand temps, mais vraiment grand temps, d'arriver à faire des protocoles, et ce n'est pas très très compliqué en plus tout ça, d'avoir des protocoles où il y a différents stades de croissance pour voir les différents effets que cela peut avoir, y compris d'ailleurs, au-delà des modifications comportementales, sur les capacités de reproduction d'un certain nombre d'individus, des animaux. Ça, c'est inexistant, ça n'existe pas. Troisième effet, c'est le plus médiatisé et c'est le plus compliqué, c'est les effets cocktails. Alors, sur les effets cocktails, il y en a de deux types. Il y en a un qui est très connu. Alors, quand je dis très connu, c'est dans le microcosme des juristes et des co-toxicologues. L'opinion publique ne connaît pas tout ça, mais dans le microcosme, il est très connu, c'est l'effet cocktail du produit, c'est-à-dire l'effet cocktail des composants d'un même produit. Si je reprends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure du glypho avec le Roundup Pro, c'est l'idée qu'il y a des interactions entre la substance mère qui est le glyphosate, donc la substance active, avec des adjuvants et des coformulants. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder la jurisprudence là-dessus, au-delà des études scientifiques. Et il y a eu des jurisprudences, notamment des juges lyonnais, en 2019 par le tribunal administratif, puis en 2021, de mémoire le 29 juin 2021, de la Cour administrative d'appel de Lyon, qui ont annulé l'autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro, sur notamment le fondement de l'interaction de l'ammonium quaternaire, qui est un coformulant, avec la substance mère, la substance active, qui était le glyphosate, et donc violation du principe de précaution, parce qu'on n'avait pas les études qui montraient ça. Et donc cet effet synergique, donc cet effet cocktail, médiatiquement on appelle ça des effets cocktails, ça peut aboutir à des annulations des retraits de mise sur le marché, et ça peut aussi aboutir à une caractérisation du principe de précaution, c'est qu'on peut mettre sur le marché un produit dont on n'a pas véritablement testé les effets cocktails des éléments qu'il compose. Il se trouve que ça, ce n'est pas systématiquement fait par l'ANSES, qu'en plus de ça, il y a un certain nombre de papiers, journaux, qui sont sortis et qui montraient qu'on n'avait pas forcément tout le temps tous les éléments transmis pour l'évaluation, ce qui fait qu'à la fin, il y a potentiellement des effets cocktails au sein d'un produit qui ne sont pas correctement évalués par l'ANSES, et de fait, il pourrait y avoir violation du principe de précaution. Ça, c'est le premier effet cocktail. Ça, en vrai, encore une fois, c'est un peu plus compliqué que ça. Là, j'ai schématisé, je renvoie aux écritures pour avoir une vraie lecture juridique détaillée de tout ça. Il y a un deuxième effet cocktail qui n'est jamais pris en compte, et c'est, de mon point de vue, en scandale, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est atterrant, ça c'est sûr, c'est les effets cocktails des produits entre eux. Je m'explique. La réalité culturelle des champs, ce n'est pas un traitement dans l'année d'un seul produit. C'est différents produits. Imaginons un insecticide avec un fongicide sur tel ou tel légume ou fruit ou céréales au fur et à mesure de l'année. Par exemple, parce que c'est l'exemple qu'on prend tout le temps, la pomme, qui est le fruit qui subit, entre guillemets, le plus de traitements dans l'année. Alors, de mémoire, il faudra regarder les derniers chiffres sur 2023. Je ne les ai pas en tête, mais sur 2021, 2022, c'est approximativement entre 35 et 40 traitements à l'année. La pomme ne subit pas 45 à 40 traitements d'un seul produit. Il y a plusieurs produits qui sont pulvérisés sur les pommiers, et il y a du coup nécessairement des interactions qui se font entre les éléments chimiques des différents produits, des différents insecticides, avec éventuellement un fongicide. Les herbicides, c'est quand même plus rare, hein, sur les pommes. L'idée est donc quoi? L'idée est de dire que ces effets cocktails entre les composants chimiques des différents produits ne sont pas testés. Et ce n'est même pas protocolairement testé. Ce n'est pas conçu comme étant testé. Et donc, du coup, même si c'est un vaste champ immense en réalité, à laquelle la science doit s'atteler et à laquelle la réglementation doit s'atteler aussi, aujourd'hui, on a un immense trou dans la raquette, c'est-à-dire que la réalité culturelle ne correspond pas au protocole. Clairement pas. On n'a pas du tout d'effets qui sont montrés des différents effets cocktails des produits entre eux sur tel ou tel
représentant taxons de l'entomofaune, de l'avifaune ou des vers de terre ou de l'aquafaune. Ça, on ne les a pas. Or, la littérature scientifique évolue parce que c'est une problématique qui, évidemment, n'est pas inconnue de la part des scientifiques. Elle a évolué, elle s'est densifiée ces dernières années. J'en parle avec d'autant plus d'assurance qu'il y a encore 15 jours, l'université de Sherbrooke a publié sur son site une étude qui avait été faite en préprint en décembre 2023, publiée dans Nature, qui montre que des effets cocktails existent même à très faible dose, donc en anglais ça donne cette traduction-là, hein, même à très faible dose, donc very low doses. Et donc du coup, l'idée est de se dire que même si à très faible dose, il y a des interactions d'effets cocktails, peut-être qu'il faut commencer à l'intégrer dans les protocoles, et le fait de ne pas le faire, c'est une carence manifeste de l'État qui entraîne sa responsabilité pour défaut de protection de l'ensemble des écosystèmes en biomasse et en préjudice écologique pour la contamination des sols, pour la contamination des eaux. Et c'était ça l'idée de justice pour le vivant, c'était vraiment de montrer cette inadéquation du cadre protocolaire avec la littérature scientifique académique, et donc, à la fin, de faire évoluer du coup, ce cadre réglementaire en condamnant l'État pour carence manifeste, en reconnaissant des préjudices écologiques liés à l'effondrement du vivant en biomasse, liés à la contamination massive et diffuse des sols, liés à la contamination massive et diffuse des eaux souterraines et des eaux superficielles, et au non-respect des trajectoires éco-phyto. Le recours a été introduit, je vais très rapidement dessus parce que c'est assez connu, ça a été médiatisé 50 000 fois. Le tribunal administratif de Paris s'est prononcé le 29 juin 2023. Il a reconnu des préjudices écologiques dans l'effondrement du vivant en biomasse, dans la contamination des sols, dans la contamination des eaux souterraines. Il a engagé la responsabilité de l'État pour le non-respect des trajectoires éco-phyto. On va y revenir parce que le gouvernement a une conception, on va dire, un petit peu particulière de cette décision de justice. Et il a engagé la responsabilité de l'État pour la contamination des eaux souterraines et à réparer et à prévenir les dommages des pollutions liées aux phyto des eaux souterraines. Du coup, les associations n'ont pas obtenu gain de cause sur l'engagement de la responsabilité de l'État pour les lacunes du protocole, avec cette subtilité extraordinairement intéressante du point de vue intellectuel en droit administratif, mais pour le coup, du point de vue militant, un petit peu frustrante, de ce qu'on appelle une causalité qui est directe, mais pas certaine. Il faut savoir qu'en droit administratif, on voulait engager la responsabilité, il faut une faute, un préjudice et un lien à caractère direct et certain. Et on a eu tout ça, sauf le caractère certain du lien. Et donc, l'idée est qu'en appel, avec d'autres études scientifiques, avec sans doute une meilleure explication aussi de notre part du caractère direct et certain de l'inadéquation des protocoles avec l'effondrement de la biomasse, on arrivera à convaincre les juges administratifs que le lien causal est direct et certain, et ça engagera la responsabilité d'État qui devra du coup changer la nature de ces protocoles. C'est ça l'idée. Évidemment, l'idée est aussi de continuer à faire reconnaître le préjudice écologique lié à la contamination massive et diffuse des sols et des eaux souterraines, et aussi des eaux superficielles, car en termes physiques, c'est compliqué d'avoir une pollution diffuse et massive des eaux souterraines si on n'a pas de pollution des eaux de surface et des sols. Et donc, à mon avis, le préjudice écologique lié à la contamination des sols doit aussi entraîner une réparation. Ce qui est très, très compliqué, d'un point de vue politique, d'un point de vue pécuniaire et d'un point de vue juridique, mais c'est ce qu'il faut faire compte tenu des défis qui sont aujourd'hui les nôtres. L'État français, donc ça c'est l'état du droit au 16 mai de l'année 2024. Exercice de prospective très compliqué parce que la loi d'orientation et d'avenir agricole est en discussion en ce moment à l'Assemblée. Elle sera de toute façon changée par le Sénat, donc on verra les navettes et tout ça. La date qui nous intéresse ici, c'est celle du 1er juillet de l'année 2024. Pourquoi? Parce que le gouvernement a jusqu'au 30 juin de l'année 2024 pour respecter la décision du tribunal administratif. Je rappelle qu'ici, l'appel n'étant pas suspensif parce que la Cour administrative d'appel de Paris… Dorian, Ah, c'est bon, c'est revenu. Je crois que ton micro s'est coupé. Ah non, oui, il est coupé. Vous m'entendez? Le micro est coupé. Je ne sais pas, il y a Éloane Durand qui est sur mon truc qui me dit qu'elle m'entend. Jérémy m'entend. Tu m'entends pas, Emma? Si vous m'entendez, c'est bon. Du coup, en gros, l'État doit respecter les décisions jusqu'au 30 juin. Pour l'instant, il n'a quand même rien fait du tout pour la respecter. Pire, de mon point de vue, il n'en a pas parlé. Il y a eu une seule intervention d'une députée à l'Assemblée nationale qui a parlé de la décision de justice et la réponse du ministre n'en a pas fait mention.
Donc là, il y a un petit problème, on va dire, d'état de droit procédural, hein, c'est-à-dire de prise en compte d'une décision de justice qui ordonne. Je rappelle les termes, hein, moi je ne suis pas dans l'exercice de la polémique ou quoi que ce soit, on fait juste du droit ici. Hein. Le tribunal administratif ordonne et enjoint le gouvernement de respecter ce que je viens d'énoncer. Donc il n'y a pas de question à se poser de savoir, non, il faut qu'il le fasse. Sinon, il se met en infraction et sa responsabilité peut être engagée pour une exécution des décisions de justice. Et puis politiquement, ça pose d'autres problèmes aussi dans sa conception, notamment relative à l'état de droit et donc à la démocratie libérale, au sens classique du terme, Benjamin Constant, tout ça. Donc l'idée est de dire l'État doit exécuter les décisions de justice. Pour l'instant, il n'a strictement rien fait et il va devoir expliquer au juge de la Cour administrative d'appel de Paris comment il entend respecter les baisses de trajectoire éco-phyto avec la mise en pause. C'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est quelque chose qui, à mon avis, va être compliqué à expliquer. Alors, compliqué à expliquer si l'État est présent devant le prétoire, parce que la dernière fois, il n'était pas présent. Donc, ça va être compliqué à expliquer par ces seules écritures. Il y a eu une espèce de réflexion menée au sein du gouvernement Attal avec Marc Fesneau et Christophe Béchu sur cette question de changement d'indicateur qui a été relativement médiatisé. Donc, on passerait du NODU, qui est le nombre de doses unités hectares, qui mesure à peu près, alors qui est imparfait, hein, il n'y a aucun problème là-dessus, il est imparfait, tout ce qu'on veut, il est sur des moyennes triennales, bon, on peut discuter. Il faut toujours avoir des moyennes triennales et jamais un chiffre sur une année, parce qu'il y a trop d'aléas climatiques et cryptogamiques, ce qui fait que c'est la moyenne triennale qui doit être prise en compte. Et le NODU, même avec ses imperfections, permet de mesurer la dépendance de notre agriculture au phyto, avec notamment des chiffres de tonnage annuel, même si évidemment il y a des molécules qui sont retirées et donc il y a une augmentation du nombre d'autres molécules moins efficaces. Et ça montre, même si c'est très décrié, quand même une dépendance continue. Ce NODU va être remplacé, ou en tout cas substitué, ou en tout cas complété, on verra exactement le régime qui est réservé au NODU, par un nouvel indicateur qui s'appelle le HRI, qui est utilisé dans 25 des 27 pays de l'Union. Je crois de mémoire que seul le Luxembourg et nous avons jusqu'à présent un indicateur différent. Ce HRI intègre, et ça en vrai c'est une bonne chose, intègre dans sa méthodologie la dangerosité, donc l'écotoxicité, la toxicité des substances actives pour calculer une espèce de score. Et donc, du coup, les phytos sont répartis en 4 catégories, 1, 2, 3, 4, avec des facteurs de pondération qui vont jusqu'à 64. Donc, c'est de mémoire 2, 8, 16 et 64. Le problème, c'est que 80% des… Alors, le chiffre est un petit peu approximatif, il mériterait d'être affiné, mais c'est en gros l'ordre de grandeur. 80% des substances actives sont classées dans la catégorie numéro 2, avec un facteur de pondération de 8, classement qui est un petit peu arbitraire. Et donc, du coup, ce qu'il faudrait voir, c'est aussi les modalités de détermination des classements des substances actives dans telle ou telle catégorie. Et là, il y a clairement un énorme biais quand même. Hein. En sachant en plus qu'en fonction des facteurs de pondération, notamment des différentes catégories les plus dangereuses, des CMR 1 et 2 qui ont un facteur de pondération de 64, quand vous les retirez, vous augmentez mécaniquement la baisse et donc du coup, ça joue sur la baisse ou sur la hausse du HRI sans que ça reflète de façon pure et parfaite la réalité culturelle de l'utilisation de la molécule. Et donc, avec ce tour de… Alors, encore, là, je n'ai pas le temps du tout, mais je renvoie… Alors, j'avais expliqué à plusieurs journalistes de l'AFP et tout ça, mais il y a un excellent article de, je crois que c'est Timbac, du Monde, qui fait une rétrospective là-dessus la semaine dernière, c'est super bien foutu. Il a tout repris. Marianne Hesnaut, aussi, de TF1, avait fait un très bon article là-dessus. Donc, ça a été très bien vulgarisé par les journalistes. Si vous voulez regarder l'espèce de tour de passe-passe un petit peu de la substitution du NODU par le HRI, eh bien, médiatiquement, ça a été relayé. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, le gouvernement table sur le fait qu'avec l'utilisation de ce HRI et non pas avec l'utilisation du NODU, on n'arrive pas à une stagnation ou une légère hausse en moyenne triennale sur 2020, 2021, 2022 par rapport à 2009, 2010, 2011. Donc, en gros, pour vous dire, avec le NODU, aujourd'hui, on est sur une stagnation, voire une très légère hausse de 3% par rapport aux 3 années 2009, 2010, 2011. Sachant que l'éco-phyto de plus pointait une baisse de 50% de l'utilisation des phytos à l'horizon 2025. C'est pour ça que moi, ça me fait sourire quand j'entends la ministre déléguée et le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire dire que
on va faire un plan Ecophyto 2030 et que ça va être génial. En réalité, il faut faire du plan Ecophyto 2+ pour 2025. Hein. Ça, ils l'ont un petit peu oublié, c'est qu'ils ont oublié ce qu'on appelle l'exécution d'une décision de justice. Et quand j'ai entendu les propos de Madame la ministre sur Public Sénat hier, qui avait un rapport un petit peu spécifique avec la hiérarchie des normes, je commence à comprendre 2-3 trucs. Si vous voulez. Bref, boutade mise de côté. La baisse de HRI1 est de à peu près de 32 à 37% sur 10 ans. À comparer du coup avec les 3% d'augmentation du NODU. Et donc, c'est ultra technique, ça passionne pas beaucoup de monde, mais la substitution d'un indicateur par un autre est en réalité lourde de conséquences potentiellement juridiques, parce que eh bien, soit on respecte Ecophyto un petit peu, c'est-à-dire qu'on respecte les baisses de cohérence de trajectoire, soit on ne les respecte pas du tout si on garde le NODU. Et nous, ce qu'on va dire, et qui est classique, c'est-à-dire que si vous partez avec un indicateur, bah, vous gardez cet indicateur, sinon si vous changez l'indicateur en cours de route, surtout qu'il n'est pas composé des mêmes éléments d'identification des facteurs de pondération et compagnie, bah, vous n'avez pas vraiment de vision sur 10-12 ans de la façon dont les phytos sont utilisés en France. Dernier point, parce qu'il est déjà 18h40 et si je veux respecter le timing, il faut que je finisse là-dessus. La Cour de justice a rendu un arrêt vraiment, vraiment très intéressant il y a 10 jours, un peu plus maintenant, 15 jours, un peu plus de 15 jours, fin avril, sur le fait que un État dans l'Union européenne n'est pas systématiquement obligé, je fais une synthèse, hein, n'est pas systématiquement obligé de se référer à l'analyse d'un État rapporteur pour l'autorisation de mise sur le marché d'un phyto. S'il y a dans la littérature scientifique internationale des éléments qui permettent d'accréditer l'idée qu'il existe un risque de cette molécule sur la santé humaine et ou l'environnement, alors l'État, sans en référer systématiquement obligatoirement à l'État rapporteur et à la Commission européenne, peut prendre les mesures pour ne pas autoriser ou retirer le produit en question. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Ça veut dire que les États retrouvent une latitude d'action qui était comprise de façon incidente dans le règlement 1107-09, ce qui vient conforter l'idée que la bonne application du règlement 1107-09, et ici, il n'est absolument pas question de surtransposition, vu qu'on est dans le cadre d'un règlement, mais le cadre d'un règlement permet à un État de prendre en compte la littérature scientifique internationale pour pouvoir retirer ou ne pas autoriser un produit phytopharmaceutique sur son sol. La Cour rappelle pour la 3e fois en l'espace de 4 ans aussi, et c'est quelque chose qu'il va falloir crever là, là-dessus, qu'il va falloir creuser. Et moi, je vais le faire doctrinalement dans pas très très longtemps. C'est cette idée aussi que l'impératif de protection de l'environnement doit primer sur les impératifs de production végétale. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement, alors pas du tout intégré dans les raisonnements de la classe politique, c'est clair et net, mais qui n'est pas forcément aussi intégré dans la plupart, on va dire, des raisonnements des syndicats agricoles, surtout majoritaires. Et l'idée n'est évidemment pas de s'opposer aux agriculteurs. L'idée n'a jamais été de s'opposer aux agriculteurs. L'idée est de voir comment on peut accompagner les agriculteurs dans ce qui va nécessairement et mécaniquement, physiquement même, être une baisse de rendement si on utilise beaucoup moins les phytos, et de voir comment on arrive à gérer politiquement cette baisse de rendement en accompagnant les agriculteurs et donc du coup en dédommageant ces agriculteurs par de l'argent, y compris d'ailleurs en leur donnant un certain nombre de subventions pour les services écosystémiques qu'ils rendent. Et il y a plein de types d'agriculture qui utilisent beaucoup moins de phytos et qui sont beaucoup plus vertueuses que l'agriculture dite traditionnelle, conventionnelle. Je pense ici à l'ACS, qui est l'agriculture de conservation des sols, qui n'est pas la panacée parce qu'ils utilisent quand même des phytos, mais si on avait fait de l'ACS depuis le début, on n'en serait surtout pas là. Donc, il y a cette idée voilà, de régulation clairement de l'utilisation des phytos, de mise en adéquation des protocoles d'évaluation avec la littérature scientifique, et notamment celle de l'INRAE et d'Yves Romer dans son expertise collective de mai 2022 et ses 1414 pages. Et je ne trouve pas ça extraordinairement militant, je trouve ça rationnel. Voilà. Il est 18h42 et je peux répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup Dorian pour tous ces éléments. C'était super clair, donc bravo parce que tu annonçais que c'était technique et effectivement c'est assez conséquent, mais c'est super intéressant. Est-ce que du coup, parmi vous, il y a des questions? Vous pouvez les mettre, comme je le disais, à la fois dans la conversation ou ouvrir vos micros. N'hésitez pas.
Sinon, en attendant, moi, je veux bien que on a beaucoup parlé ces derniers mois de la suspension du plan Éco-Phyto. Est-ce que peut-être tu peux nous repréciser ou nous repartager un peu ce que ça veut dire, ce que ça implique Oui, alors, ce que ça veut dire, en vrai, moi, je ne sais pas, et juridiquement, je ne sais pas, et personne ne sait. Ce qu'il faut faire, c'est regarder la décision du tribunal administratif qui enjoint l'État, en la personne de la Première ministre, parce qu'à l'époque, Madame Borne était Première ministre, de respecter la cohérence des baisses de trajectoire voulues par Ecofito, Ecofito 2 et Ecofito 2+, ce qui amène à une baisse de 50% de l'utilisation des phytos à l'échelle 2050. Oh là, je dis n'importe quoi, l'échelle 2025. D'accord? C'est ça l'idée. D'ici 2025, il devait y avoir, par rapport à l'année de référence qui était 2009, une baisse de 50%. De mémoire, hors produit biocontrôle, il faudrait regarder les chiffres, mais en gros c'est ça. On était à 65 000 tonnes à l'époque. On doit grosso modo, hors produit biocontrôle, être encore à 65 000 tonnes hors produit biocontrôle. Donc on n'est pas du tout sur une baisse de 50%, on est sur une stagnation pure et nette, en moyenne triennale en plus. Le gouvernement, face à ça, dit on va faire une pause pour changer d'indicateur. Moi, je ne vois pas trop comment, juridiquement, on peut dire qu'on va faire une pause, c'est-à-dire une pause du plan Ecofito, c'est une pause dans la volonté gouvernementale de respecter la cohérence de ces baisses, donc de prendre des mesures qui viennent en soutien de ces baisses. C'est ça, en disant que on va mettre une pause pour réfléchir. Et donc, du coup, alors juridiquement, ils ont tenté quelque chose, ils vont regarder si ils ne vont pas se faire condamner par la substitution d'un indicateur à un autre. Parce que l'argumentaire gouvernemental, il est évidemment clair de dire nous respectons la cohérence des baisses. Vous voyez bien qu'en 10 ans, il y a 37 ou 32% de baisse. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la période de référence a changé. C'est-à-dire qu'avec le HRI1, on est sur du 2011-2021, alors qu'avec le NODU, ça part directement de 2009. Or, en 2009, on avait encore des tonnages de 65 000 tonnes hors produit biocontrôle qui existaient. Et donc, du coup, c'est de mon point de vue, juridiquement extraordinairement fragile, malgré l'originalité de la pause qu'ils ont tentée. C'est surtout une mesure politique pour répondre au plus pressé à des revendications des syndicats agricoles majoritaires. Je ne suis pas sûr que ça soit pérenne du point de vue du droit, tout ça. Alors après, évidemment, c'est des décisions de justice qui invalident tout ça. On aura sur les ondes les juges militants, une instrumentalisation de la justice par les ONG qui sont financées de façon publique. Non. Non. Et donc, du coup, on regardera avec attention la façon dont la Cour administrative d'appel de Paris analysera, appréhendera ce changement d'indicateur. Mais il ne faut pas se laisser tromper quand même. Je veux dire, le comité de surveillance, alors je ne me souviens plus exactement le nom du comité de surveillance d'Ecofito, mais a quand même été en majorité, parce qu'il y a eu des voix un petit peu dissonantes, a été publiquement, ils ont médiatisé tout ça, en désaccord profond avec la substitution du NODU par le HRI. Et ces gens scientifiques ont une parole ici beaucoup plus légitime et compétente que la mienne. Je suis que le relais finalement de ce qu'eux ont exprimé publiquement. Donc en vrai, au-delà des juristes, et que ce n'est pas de la rhétorique, c'est qu'il y a un vrai souci quand même. Jérémy, tu as levé la main, je crois. Exactement, rien ne t'échappe. J'attendais de voir s'il n'y avait pas d'autres questions qui émergeaient, mais du coup, j'en profite. Merci beaucoup, encore une fois, pour tous ces éléments. J'aimerais bien que tu reviennes, parce que tu as dû y passer très très vite sur la décision justice pour le vivant. D'abord par plaisir d'entendre à nouveau les motivations de la décision qui ont conduit à littéralement une condamnation de l'État, une nouvelle, et dont on peut s'enorgueillir collectivement, les organisations qui sont à l'origine du recours. Mais en fait, c'est quand même intéressant d'y revenir parce que tu as vraiment dû passer assez vite dessus. Et comme on a quelques minutes là de discussion, je pense que c'est intéressant pour tout le monde de reprendre les différents points et ce qui n'y est pas. Et du coup, aussi ce qui fait qu'on va en appel. Ça, tu l'as dit un petit peu plus longuement, mais au moins la mécanique de la décision qui est intéressante. Ouais. Je vais essayer de faire rapide quand même. La mécanique de la décision est très intéressante. Pourquoi? Parce que
on est sur des matières scientifiques extrêmement complexes, de multifactoriété, d'écotoxicologie sur différents types de faune. Donc, la mécanique a été quand même, d'un pur point de vue juridique, de qualification juridique, d'arriver à présenter un argumentaire qui soit intelligible. Et il se trouve que l'expertise collective de mai 2022, qui vient accréditer tout ce qu'on avait dit avant, permet aussi de résumer quelque part, parce que nous, on avait fait encore plus d'études, finalement. On avait produit encore plus d'études initialement que celles qui sont contenues dans l'expertise collective. Et donc, l'idée a été de qualifier juridiquement la science pour montrer les lacunes des protocoles et le constat. Et le constat scientifique aujourd'hui, c'est que les phytos ont un impact extraordinairement délétère dans des échelles de temps extraordinairement courtes sur l'ensemble des écosystèmes. Ça, quelconque personne qui dit que ça, c'est pas vrai, tient un discours anti-scientifique, clairement. Et donc, l'idée a été ensuite d'arriver à faire rentrer ce constat scientifique dans les cases de la responsabilité administrative. Ça, c'est pas facile. C'est pour ça d'ailleurs que ça a chopé sur Direct et Certain. Ça, c'est pas facile, pourquoi? Parce que historiquement, alors, moi, j'ai des collègues qui n'emploient pas ces mots et de temps en temps, tu as raison de le dire, il faut être grandiloquent. Bah ouais, c'est historique. Pourquoi c'est historique? Parce qu'il y a un préjudice écologique de la contamination massive et diffuse des sols. Ça n'existait pas avant ça. C'est jamais. En fait, en gros, on a aussi fait rentrer les vers de terre dans le prétoire. La deuxième chose, contamination massive et diffuse des sols, des eaux souterraines. Ça peut avoir des très très grosses conséquences pécuniaires, hein, tout ça. J'y reviendrai juste après. On a un préjudice écologique qui est lié à l'effondrement en biomasse de l'ensemble des faunes, et notamment de l'entomofaune. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les rebonds qu'il y a entre les différents contentieux. Pourquoi? Parce que l'invocabilité du préjudice écologique au sens des articles 1246 et 1247 du Code civil n'existe en droit administratif que parce qu'en février 2021, il y a eu notre affaire à tous qui a fait l'ADS. Enfin, je dis notre affaire à tous parce que aujourd'hui on est devant NAT, mais l'ensemble des ONG qui ont fait l'ADS, donc l'affaire du siècle. Et parce que le tribunal administratif, en février 2021, reconnaît l'invocabilité du préjudice écologique fondé sur 1246 et 1247 du Code civil, ici, il existe aussi. Et donc, ces préjudices écologiques que je viens d'évoquer sont historiquement reconnus par le tribunal administratif et l'État, rien que pour ça, en fait. Et ça, alors, moi, j'ai cherché un tout petit peu dans la littérature étrangère. Encore une fois, tu as raison, on peut s'enorgueillir d'un certain nombre de trucs. De ce que j'ai vu, je crois que c'est une première mondiale. Je crois. Donc, c'était quand même quelque chose qui aussi peut, on va dire, faire florès et être repris par d'autres associations dans d'autres pays qui contesteront les protocoles d'évaluation en Allemagne, en Italie, en Grèce, dans les gros consommateurs de phyto aussi. Et quand on regarde la carte de la dégradation des sols, et en réalité, il ne faut regarder pas la carte de dégradation des sols des prairies, parce que les prairies, ce n'est pas du tout quelque chose qui dégrade les sols, il faut regarder les grandes cultures céréalières principalement. Hein, c'est quand même ça l'idée. Un peu de la viticulture, un peu l'arboriculture, mais c'est quand même aussi d'abord et en premier lieu les grandes cultures céréalières. Et ben, on regarde que dans les autres pays de l'Union européenne, avec un truc bizarre pour l'Allemagne qui n'a pas l'air d'avoir des sols complètement défoncés, mais à regarder quand même, eh ben, on regarde que les sols ne sont pas vraiment dans de grandes, ne sont pas vraiment en très bonne santé. Pardon, les sols en Espagne, ce n'est pas du tout bon. Et donc, du coup, il y a cette idée quand même que le préjudice écologique lié à l'utilisation des phytos sur les sols et les eaux, eh bien, doit permettre d'engager la responsabilité des États pour d'abord réparer, c'est ça l'idée quand même, hein, d'abord réparer les écosystèmes et de prévenir les différents types de pollution. Et ça, la matrice intellectuelle juridique, on l'a clairement obtenue, entre guillemets, même si ce n'est pas un très très joli mot, elle a clairement été reconnue, c'est mieux dit, par le juge administratif. D'autres moyens qui avaient été invoqués, notamment Ecophyto, c'est intéressant que Ecophyto ait été au fondement de la reconnaissance de la responsabilité de l'État. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir ce que nous disions en janvier 2023, notamment au Monde, quand on avait été plusieurs à avoir été interrogés sur les probabilités de succès de ces arguments. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'Ecophyto, ce n'était pas du tout du domaine normatif, que Ecophyto, c'était quelque chose qui appartenait même pas au soft law, mais de pure, on va dire, de pure écriture programmatique. Non, non, voilà, c'est normatif. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que maintenant, il y a une plus grande frilosité de la part du gouvernement et de la majorité dans l'écriture
d'un certain nombre de normes, parce qu'ils savent que derrière, il y a de la normativité, on va dire, à l'état gazeux qui peut d'un seul coup se retrouver à l'état solide, quoi, en gros, si on fait une métaphore à deux balles. Et donc, du coup, cette portée-là, elle est historique aussi parce qu'elle est contraignante, en réalité. Et alors, elle est contraignante juridiquement et pour l'instant très théoriquement. En termes d'effectivité, on voit bien que le gouvernement n'a pas entendu du tout lui donner une effectivité à cette décision. Donc, au bout d'un moment, le gouvernement va devoir respecter les décisions de justice, sinon on sort du cadre démocratique. Mais au 16 mai 2024, en termes d'effectivité, là, nous, on peut clairement subir la critique, c'est-à-dire décision qui n'a pas été suivie des faits. Attendons, il reste encore plus beaucoup de temps quand même, il reste encore 43 jours pour qu'ils s'y mettent, donc on va voir. Et dernier truc, les eaux souterraines. Alors moi, j'ai pas tout à fait compris l'argumentaire du juge sur la non-responsabilité de l'État par rapport aux eaux de surface, mais reconnue par rapport aux eaux souterraines. Parce que physiquement, s'il y a contamination des eaux souterraines, il y a contamination aussi des eaux de surface. Et quand on regarde d'ailleurs les relevés des phytos dans les EDHC, c'est-à-dire les eaux à destination de la consommation humaine, on trouve notamment des métabolites en nombre. Donc du coup, il y a aussi une contamination qui est massive et diffuse. Il y a une très bonne infographie du Monde d'avant-hier là-dessus sur les 300 molécules qui ont été retrouvées. Alors, ce n'est pas que des phytos, il y a aussi des polluants industriels, mais il y a quand même aussi des phytos. Donc, à regarder pour les gens que ça intéresse. Et là, c'est vachement intéressant parce que le tribunal administratif enjoint le gouvernement de prévenir et de réparer les pollutions liées aux phytos des eaux souterraines. Et quand on regarde ce qu'il faut faire, c'est très compliqué. Il y a un organisme qui s'appelle Eau-France, qui dépend du ministère de l'économie, qui publie depuis une douzaine d'années les chiffres sur ce que ça peut coûter. Parce qu'on parle toujours de ce que ça coûte par an, mais on ne parle jamais de ce que ça coûte si on le fait vraiment. C'est ça le truc. Et ça coûte entre 35 milliards et 108 milliards pour décontaminer les eaux souterraines. Je parle que des eaux souterraines, je ne parle même pas des eaux de eau, que des eaux souterraines et uniquement pour les phytos. Alors pourquoi une telle fourchette? Parce qu'en réalité, en fonction de la technique que nous utilisons, alors ça, si on reste vraiment avec des petits filtres à charbon ou si on tape vraiment sur la grosse technique qu'est les membranes avec osmose inverse, ce qui aura des effets d'ailleurs très délétères pour la biodiversité, donc bien sûr qu'il faut vraiment faire l'osmose inverse, eh bien ça coûte, alors de mémoire, il faudrait vérifier, mais je crois que les chiffres sont bons, entre 60 000 et 200 000 euros le kilo de phyto à décontaminer. Et vu qu'il y en a plusieurs tonnes, c'est pour ça que ça chiffre autant. Et si on rajoute en plus, donc on est quand même 108, si c'est 108 milliards, on est quand même sur un tiers du budget de l'État. C'est conséquent. Et si on rajoute les nitrates, bon ça c'est pas du tout l'objet du recours, mais si on rajoute les nitrates, on est à 522 milliards. Une fois et demie le budget de l'État. Donc je pense qu'on ne le fera jamais, ce qui fait qu'on va avoir un transfert, à mon avis, du coût, non pas de l'État vers les pollueurs, mais en réalité vers l'usager qui va devoir supporter le coût de la dépollution de son eau, ce qui est déjà le cas un tout petit peu. En réalité, on dépollue quand même. Je crois que alors, là, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est à peu près 1 milliard, 1,2 milliard par an de dépollution des eaux à destination de la consommation humaine, ce qui fait fi de tout l'impact sur la biodiversité. Parce que quand on décontamine l'eau que nous buvons, on ne va pas décontaminer l'eau pour la biodiversité. Et donc, c'est un vrai sujet que l'État n'a pas entendu traiter de façon urgente. Merci Dorian. On a une question du coup dans la discussion de Marie qui demande quel serait l'impact de la reconnaissance de l'agriculture comme intérêt général majeur de la nation dans la loi d'orientation agricole en discussion. Si tu as un regard là-dessus. Et là, ça intéresse tout le monde en ce moment. Alors, ça a été beaucoup traité la semaine dernière, ou en début de semaine, lundi. Là, il y a 2 articles du Monde là-dessus. Donc, je vais redire ce que j'ai dit au Monde il y a 2 jours. Ça aura un impact sur, à mon avis, la question de l'eau et quasiment uniquement la question de l'eau. Pourquoi? Parce que tout ce qui dépend du droit de l'Union, cette reconnaissance de l'intérêt général majeur de l'agriculture aux côtés finalement des autres intérêts fondamentaux de la nation que nous retrouvons aux articles, alors je crois que c'est 410 et suivants du Code pénal. Là, ce ne sera pas dans le Code pénal, ce sera dans le Code rural, à l'article 1. Ils vont mettre l'intérêt général majeur de l'art. Il n'y a pas que l'agriculture dans la mouture de l'article 1er de la LOA en ce moment. Il y a aussi le pastoralisme, l'aquaculture, il y a plein d'autres trucs. Donc, on verra ce qui en ressort.
Moi, je suis auditionné au Sénat dans 10 jours. C'est une question sur laquelle ils veulent absolument revenir. C'est qu'est-ce que ça peut changer? Moi, mon analyse des choses, c'est que ça changera quelque chose sur l'irrigation, ça clairement. Pourquoi? Parce qu'une partie de l'irrigation ne dépend pas directement du droit de l'Union, notamment sur les autorisations annuelles de prélèvement, sur les négociations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas que pour du droit au contentieux, tout ça. C'est aussi fait dans les phases de négociation hors contentieux, donc en amont. Et les préfets, de mon point de vue, mais ça, je peux me tromper, hein, y a vraiment, là, je suis en dehors du droit, je fais de la prospective politique, enfin, de sociologie du droit. Donc, vraiment, c'est pas mon boulot et j'y connais rien. Mais je pense que les préfets seront plus enclins à reconnaître des volumes plus importants dans les autorisations annuelles de prélèvement parce qu'il existe législativement un intérêt général majeur reconnu à l'agriculture. Ça, c'est mon analyse des choses. La deuxième chose, parce que ça ne dépend pas directement du droit de l'Union, c'est qu'en cas de sécheresse, et de ce que j'ai compris, on va se taper des sécheresses quand même, hein, dans le futur relativement proche. Ça, même s'il pleut beaucoup en ce moment, peut-être que cet été, on aura des sécheresses. Eh bien, il y aura des arrêtés de restriction d'usage préfectoraux avec une certaine gradation qui va jusqu'au niveau crise. Et aujourd'hui, dans l'état actuel du droit, à chaque fois qu'il y avait des arrêtés jusqu'en crise, les agriculteurs subissaient des restrictions d'usage très importantes. D'ailleurs, on n'a jamais vraiment compris pourquoi on avait le droit d'arroser les golfs à partir de 20 h et que des agriculteurs ne pouvaient pas arroser leur culture. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais là, à mon avis, ils pourront clairement. Et ils pourront, d'abord en discutant avec les préfets avant, et si les préfets prennent des restrictions d'usage, attaquer les arrêtés préfectoraux de restrictions d'usage devant le tribunal administratif au nom de cet intérêt général majeur accordé à l'agriculture. À mon avis, c'est sur ça que ça se joue. En sachant, et là, il faut faire un vrai exercice de prospective, c'est que le législateur d'aujourd'hui, à mon avis, a quand même une vision qui n'est pas une vision uniquement de court-termisme électoral et voit un petit peu ce qui se passe. Je pense que la nouvelle mouture du Parlement européen, on ne sait pas ce qu'il va donner, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment rempli de forces progressistes dites de gauche. Enfin, je ne vois pas vraiment. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer quoi? À mon avis, ce Parlement européen va s'attaquer, parce qu'il en est déjà question dans certaines formations actuelles, de s'attaquer à une révision de la directive nitrate et de s'attaquer à la DCE, la directive 4 sur l'eau. Pour mémoire, elle a 24 ans. Donc en vrai, ce n'est pas complètement fou de regarder. Sauf que ces deux textes-là sont des énormes garde-fous environnementaux par rapport à la qualité des eaux. Et que si vous avez des modifications de la DCE et de la directive nitrate, vous aurez nécessairement une modification des SDAGE, donc des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, qui sont pris en application de la DCE et qui vont être renégociés en 2027 pour 2028. Et si vous avez des garde-fous moins importants dans la nouvelle mouture d'une directive accompagné d'un intérêt général majeur reconnu législativement, vous n'aurez plus nécessairement d'opposition entre la loi et la norme européenne. Et que donc, les autorisations annuelles de prélèvement pourront être augmentées parce qu'il n'y aura plus ce bon équilibre des masses des eaux qu'on retrouve dans les principes fondamentaux des SDAGE et qui constitue pour beaucoup une partie des annulations des contentieux liés notamment aux retenues de substitution. Donc, moi, cet intérêt général majeur, je le vois surtout, quasi uniquement en l'état actuel des choses, sur l'irrigation. Autre chose qui va devenir vraiment passionnant, alors pas forcément politiquement, mais juridiquement, ça va être passionnant, ça va être l'opposition des agricultures. Parce qu'on dit l'intérêt général majeur de l'agriculture. Laquelle? Tout le monde nous berce en nous disant qu'il faut produire, il faut produire, il faut produire. Et en même temps, tous les scientifiques disent, si on continue à utiliser autant de phytos, ça ne va pas le faire. Et donc, du coup, l'agroécologie a été promue par l'INRAE. Alors, certains diront qu'INRAE est un institut militant, on s'en fout. Et ça a quand même été promu par l'INRAE. C'est aussi promu par le gouvernement qui, dans son projet qui a été transmis à l'Assemblée, a mentionné 16 fois l'agroécologie et qui n'a jamais défini. Et donc, du coup, on est avec des notions qui sont mises en avant parce qu'on sait qu'elles sont, en partie en tout cas, le futur de l'agriculture, qu'ils n'ont pas voulu définir pour ne pas dire que quand vous faites de l'agroécologie, vous utilisez moins de phyto. Donc, ils n'ont pas voulu se mettre à dos une partie des syndicats agricoles majoritaires. Mais si on raisonne en termes d'intérêt général majeur de l'agriculture, il fallait voir qu'au contentieux, il y aura des intérêts antagoniques entre différents types d'agriculture. C'est évident. Et donc, de quel intérêt général on parle en fonction de quelle agriculture on parle? Impossible à dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, on verra, effectivement, c'est pas forcément réjouissant, mais c'est super intéressant. S'il y a une dernière question, on a le temps d'en prendre une dernière dans le chat ou avec les micros.
Sinon, voilà, la session sera rediffusée, disponible donc sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Notre Affaire à tous, dans les prochains jours. Dorian, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose que tu n'aurais pas pu partager jusqu'à maintenant. Non. L'idée, c'est que les agriculteurs font un métier extraordinairement difficile. Pendant très longtemps, on ne les a pas vraiment écoutés. Aujourd'hui, on les écoute beaucoup. En réalité, ce n'est pas une mauvaise chose, hein. Ils ont été… moi, le mot que j'emploie, c'est relativement dénigré. Ils ont été, pour certains, en tout cas pour certaines productions, une variable d'ajustement, notamment dans un certain nombre de traités de libre-échange. C'est très bien qu'on accorde beaucoup de place à l'agriculture. Ça ne doit pas se faire au détriment de l'environnement, pour une simple et bonne raison, c'est que l'environnement, c'est aussi un des leviers d'une agriculture efficace, résiliente. Et que si on continue à détruire une partie, voire une très grosse partie des écosystèmes, on ne va pas y arriver. Je tiens à rappeler quand même que les deux facteurs principaux pour le moment de destruction, en tout cas d'altération des écosystèmes, c'est le changement d'affectation des terres et pas que les pratiques agricoles, aussi l'artificialisation et l'usage immodéré des phytos. Que si on arrive déjà à régler ces deux problèmes, on aura fait un grand pas vers une agriculture beaucoup plus protectrice du vivant, ce qui ne signifie pas nécessairement une agriculture qui ne nourrit pas. Alors, ça signifiera une baisse de rendement. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, ça veut dire une baisse aussi de l'exportation française. Donc, il faut intégrer cette donnée-là. Mais toute cette vision des choses ne se fait absolument pas contre les agriculteurs. Ça se fait avec aussi les agriculteurs, raison pour laquelle on va voir les agriculteurs pour ne pas avoir une pensée complètement hors sol. Mais on ne doit pas obéir à des intérêts catégoriels qui, à la fin, vont en confrontation directe avec, et je tiens à le rappeler, c'est pas moi qui l'ai fait, l'article 1er de la Charte de l'environnement qui dispose que nous avons tous le droit d'évoluer dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Si on continue à utiliser des phytos comme on est en train de le faire, ce qui est sûr et certain, c'est que on va contrevenir aux dispositions de cette norme. Mais c'est pas contre les agriculteurs, je veux dire, faut vraiment intégrer ça, quoi. C'est pas du tout un truc, c'est pas un mouvement anti-agriculteur, pas du tout ça. D'ailleurs, si, j'ai un truc à dire en fait. Il y a plein de choses qui, à la fin, aboutissent à des distorsions concurrentielles. Et les agriculteurs de la FNSEA, des JA, de la coordination rurale et de la Confédération paysanne ont raison de dire qu'il y a des distorsions concurrentielles. La question n'est pas de savoir s'il faut qu'on se mette avec un -10 pour qu'il n'y ait plus de distorsion concurrentielle. La vraie volonté politique, c'est de dire les autres doivent faire comme nous, et s'ils ne font pas comme nous, on interdit sur le sol français l'importation d'aliments traités avec les produits qu'on a nous-mêmes interdits, et on ne les a pas interdits pour des mauvaises raisons, on les a interdits pour des raisons de santé publique ou de protection de l'environnement qui sont fondées notamment par l'ANSES. Donc, à un moment donné, la distorsion concurrentielle, elle doit être traitée par le gouvernement pour protéger nos agriculteurs, non pas en continuant de défoncer l'environnement, mais en imposant, et en tout cas en portant une volonté politique forte, à l'échelle de l'Union pour qu'il y ait une harmonisation de la part des autres pays sur les données scientifiques que la France a entendu mettre en avant dans sa réglementation juridique. Il faut m'expliquer pourquoi les Italiens, les Espagnols, les Allemands ont des conceptions différentes, notamment à un moment donné sur le diméthoate, sur le phosphate et compagnie. Et c'est pourquoi la France, à chaque fois, a été un fer de lance sur ces questions-là. La France, elle ne l'a pas fait en se disant à un moment donné, je vais mettre mes agriculteurs en difficulté, puis débrouillez-vous. On l'a fait pour des raisons de protection de la santé et d'environnement. Et ces impératifs de protection et de santé et d'environnement doivent reprendre une place centrale dans les discours politiques. Il faut arrêter les atermoiements. On peut porter atteinte au marché unique, notamment sur le fondement des articles 53 et 54 du règlement 178-02. Allons-y. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Dorian. Merci beaucoup. Je pense que c'est une belle conclusion. S'il n'y a pas d'autres questions, je vois que des personnes continuent d'écrire dans la discussion. En attendant, je rappelle que la prochaine session de l'Académie NAT, si vous voulez la noter dans vos agendas, sera le 20 juin, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. On entendra Marine Denis nous parler de déplacement climatique à 18 h. Voilà. Et si c'est tout, je pense que je peux vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup, Dorian, de nous avoir accordé cette heure dans ton agenda très chargé, et je pense en ce moment peut-être encore plus. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.